Vamos a proseguir. Si pueden cerrar puertas. No, 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 no. Peut-on fermer les portes, s'il vous plaît? Non, simplement, c'est un public. Estamos en la idea de la posibilidad y ha estado presente en lo que acabamos de recoger y ahora pues un honor presentar a Nous José Luis sommes Sastre, donc de nouvelles también tables rondes. las conversaciones han Est-ce que cogido nous avons des horas, problèmes avec le una micro? Je vous en serie de prie. conversación Nous pues avons des problèmes rápidamente avec le María micro. Pajés Le son con parvient très mal. una cuestión de lo vulnerables efectivamente que somos, pues ha sufrido un pequeño accidente físico y no puede estar con nosotros, pero aquí tenemos a José Luis, a quien invitaba a reflexionar o articular ese nosotros rebelde, ¿no? Diferente al que necesariamente se nos impone. Y José Luis, por quien no lo conozca, yo creo que los que somos de España, pues muchos le escuchamos, le vemos, es periodista, es escritor, y entiende sobre todo el periodismo como Camus lo entendía, no como un oficio de registro, sino como ese acto de resistencia, como una forma de negarse a mirar hacia otro lado. José Luis ha construido una Bien, trayectoria comment de articuler un nous sacrificio, rebelle de est différent de ce accidente, qui nous est compromiso, nécessairement imposé? la Nous allons verdad, donc parler sabes avec que la José verdad, Luis Sastre, qui est y como journaliste écrivain, et il conçoit le es journalisme alguien que comme no Camus le, solo le habla concevait, non de pas comme un rebeldía, métier de sino chroniqueur, que mais la comme un acte de practica résistance, comme a une la vez façon de y con refuser de détourner le regard. Il a construit sa carrière sur cette tension entre lucidité et engagement, entre dire la vérité et savoir que la vérité dérange. Lo primero ha sido decidir dónde me tenía que poner, porque claro, yo venía a una conversación con María. Oui, je vous en prie, il faudrait absolument remettre un micro Me parecía un poco raro, era como esperar différent à monsieur. Le son nous parvient très très no mal. llegaba nunca. Así que, no sé, supongo que caminaré o estaré aquí o, en fin, a donde me lleve el bus. Improvisación. Muchas Muchas gracias. gracias por estar aquí. Es un placer también. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et après avoir écouté la conversation aussi intéressante, nous- cela laisse beaucoup de questions ouvertes. Car mon métier, c'est bien de poser des questions comme El tema de la journaliste. charla era cómo renovar la rebeldía camusiana en el siglo XXI. Decía Decía Sandra Sandro cuando cuando me me llamó llamó que que llevaba llevaba mucho tiempo queriendo verlo verlo y y nunca. nunca. C'est vrai. Era de encantarnos, porque yo soy un Yo gran soy un lector, un apasionado apasionado lector lector de Camus como periodista, como Comme dramaturgo, journaliste, sobre todo como cronista que supo supo escribir escribir la nous crónica en avons, su tiempo, porque al final il a su écrire dans son temps. Excusez-nous, nous avons beaucoup de problèmes avec le micro. Le son ne nous parvient pas. al encontrar sus textos del año del mundo 44, 44, cuando cuando el el mundo mundo se se acababa acababa de de asomar, asomar, todavía todavía estaban estaban recientes recientes heridas, espantos de de una una magnitud magnitud inimaginable, fue capaz de escribir su tiempo con una lucidez esplendida. Ah, el traductor no... Tengo que hablar más despacio. Yo quizá Tengo que quitarme la diadema. y hablar solo porque sí. Ah, vale. Vaya por Dios. Entonces ya no voy a andar. Es mejor Mejor sí. Vale. Vale. Un moment, s'il vous plaît, on va essayer de leur passer un micro. Non, enfin, ce sont toutes les langues. C'est votre audio principal, c'est le micro qui ne fonctionne pas et nous avons beaucoup de coupures de son. Excusez-nous, monsieur. Quand j'allais venir ici, l'idée était, qu'est-ce que c'est que la rébellion, comme il l'entendait Camus? Et alors, vous défendez la révolution qu'on lui avait posé comme question. En réalité, j'ai cru ne pas avoir très bien compris le concept. Après, je me suis dit, peut-être c'est moi qui... Parce que quand on parle de rébellion, on l'associe rapidement avec la révolution. J'en avais pensé dans cette distinction qu'il y a. Quelle est la différence entre la révolution et la rébellion? Et très souvent, je me dis que le temps est de répéter les choses qui sont très évidentes et que ce qui semblait être complètement acquis, eh ben, peut-être que c'est le moment de les
verbalisé dans la mesure dans laquelle, ou quand nous exprimons les choses et quand nous les disons, il semblerait qu'on les réaffirme, en tout cas dans notre pensée. La révolution n'est pas quelque chose qu'on fait soi-même, elle est faite collectivement. C'est pourquoi j'ai été aussi intéressé par la conversation préalable, car il y a cette idée de communauté qui est là, présente. Il est impossible de faire quelque chose sans se poser la question. Et malgré que la révolution exige une construction individuelle de chacun d'entre nous, plutôt d'un intérêt, c'est peut-être la différence. La révolution, donc, lutte pour un objectif contre un ennemi commun. Et la rébellion, comme telle, a besoin, par contre, d'une vision plus interne pour changer les choses au sein de la société. Je ne sais pas si on peut être égoïste et un rebelle en même temps. Je suppose que non. La rébellion exige une attitude personnelle, mais après se projeter sur les autres. C'est une injustice que vous ressentez, mais que vous devez également voir présente chez les autres. C'est-à-dire que, comme disait Camus, le rebelle, ce ne sont pas des anarchistes, que le rebelle, il essaye de changer l'ordre établi, mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche un monde de chaos ou anarchique. Au contraire, le rebelle, il cherche un ordre au sein de ce monde. C'est pourquoi le rebelle face au révolutionnaire ou associé avec un révolutionnaire a une construction mentale et une idée de la communauté. Et il est impossible d'avoir cette idée de la communauté sans savoir qu'est-ce que c'est que la fraternité. Comme Antonio citait Foucault en disant que l'amitié est une manière de vivre, un style. Je ne sais pas si amitié et fraternité sont des synonymes, mais en tout cas, on ne peut pas les comprendre séparément. C'est pourquoi il me semble que la première note qu'on devrait écrire, c'est que plutôt que ce que c'est que la rébellion, avant, il faudrait se poser une autre question. Et qui sommes-nous? En premier lieu, qui sommes-nous aujourd'hui? Sans être trop de transcendance. Avec cette polémique entre Camus et Sartre, on les avait attaqués après sa publication du livre L'homme révolté. Et là, il y a une division intellectuelle, il me semble, parmi les plus importantes dans le siècle passé. Et ce qu'on lui reprochait à lui qu'à Camus, c'était que c'était un philosophe de sofa, qu'on disait à l'époque. Moi, ce qui m'a véritablement interpellé de Camus, c'est qu'il pouvait dire les choses les plus profondes philosophiquement parlant à travers des formulations très simples. Quand il dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1984 qu'il ne souhaite aucune revendication et que ils ont fait ce qu'il fallait faire, je n'ai pas besoin de parler d'épistémologie ni de chercher les Socrates, les pro-socratiques à Nietzsche et tout le reste. Non, je n'ai pas besoin de ces enseignements-là. Pour répondre à la question de qui sommes-nous, je ne voudrais pas chercher chez Kant. Il me suffirait de me regarder dans le miroir et de concilier la tranquillité de pouvoir aller prendre le sommeil et dormir parfaitement. Moi, j'ai des heures étranges et je me réveille beaucoup pendant la nuit. J'ai de plus en plus besoin de cette tranquillité pour pouvoir dormir, de bien dormir. Et cela est directement associé avec le bien et le mal, la justice et l'injustice, et le devoir camusien de répondre à cette question de qui sommes-nous, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai à faire. C'est impossible de se formuler une idée, d'être rebelle aujourd'hui sans savoir auparavant qui sommes-nous dans un monde apocalyptique qui, toutes les 5 minutes, est
plus près de l'explosion finale. Quand il y a une guerre, quand il n'y a pas de guerre, ce sont les impôts ou un retour dans la construction démocratique ou encore maintenant un nouveau virus. Avant de parler de la peur, eh bien, je voudrais ajouter aussi le concept de la haine. Sur ça se construisent aujourd'hui des projets politiques qui sont très attrayants et de plus en plus attrayants. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils se construisent contre d'autres principes et contre d'autres promesses et sur des échecs des autres. Et dans un monde aussi changeant et avec ce risque de finale totale tous les 5 minutes avec des alertes sur les portables et une mondialisation qui a dépassé la mondialisation, mais qui, mon Dieu, sommes-nous? À quoi ça sert d'être rebelle aujourd'hui? J'ai formulé quelques principes très simples, pas très exigeants, mais qui m'aident en tout cas, que parfois en disant les choses les plus simples, nous permet de voir un peu de lumière dans le chemin. Le premier de ces principes, c'est savoir où suis-je? Quel est notre lieu? Quand avant, Cynthia disait « on ne va pas changer le monde », mais ça serait bien quand même qu'au moins, avec un lien fraternel, on puisse améliorer notre ambiance. Et je reviens beaucoup sur Voltaire, et vous savez qu'à la fin du Candide, il dit qu'il faut effectivement soigner notre grand-mère. Et il se demandait à lui-même s'il était possible ou non d'être optimiste. La leçon finale de Voltaire dans le Candide, c'est prenez soin de votre verger. J'ai besoin de plus en plus de savoir comment va le verger, comment va le milieu le plus proche pour bien être. C'est une idée de la rébellion. Et j'ai réfléchi aussi. Lire un livre, peut-être, c'est une façon d'être rebelle. Arrêter le temps, voir un film long, écouter une chanson complète sur Spotify. Oui, vous pouvez rire, mais vous savez très bien de quoi je parle. Avoir le portable tel que je l'ai ici, à l'envers, et ne pas tricher, ne pas regarder ce portable. Qu'est-ce qu'on nous a donné et pourquoi on se construit de la manière dans laquelle on se construit? Pourquoi on ne peut pas se construire d'une autre manière? L'autre jour, à Valence, je devais présenter un livre, un petit village, Yatola, et je leur ai parlé de qu'est-ce qui se passe à l'aube quand je vais au travail. Parce que chaque fois que je vais à ma rédaction, il y a une apocalypse différente de celle de hier. Là, c'est le détroit de Hormuz. Après, il faut chercher sur une carte qu'est-ce qui se passe en Crimée. Maintenant, vous devez suivre la direction d'un navire qui va atteindre les côtes des Canaries demain. Et cette personne qui vivait dans un petit village disait « Mais tu sais, moi, j'habite dans un petit village. Cette idée de fin du monde, moi, je ne la vis pas. Donald Trump est très loin de moi. » Et j'ai compris ce qu'elle me disait. Mais le découragement, c'est avec tout. Cela ne dépend pas seulement du lieu physique où on se trouve, c'est presque un état mental. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Est la bonne question. Et face à cette portée, que pouvons-nous faire? La deuxième idée, c'était qu'est-ce que c'est être un rebelle aujourd'hui? Eh bien, l'autre jour, on me demandait, on est peut-être arrivé au point où être un rebelle, c'est simplement défendre ce qui est institutionnel. Peut-être que la révolution maintenant, c'est défendre l'Union européenne. C'est possible, cela? Et la réponse, il semblerait que oui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent détruire ce monde, mais pas le monde, plutôt les valeurs sur lesquelles repose le monde. Et ça exige une autocritique. Il y a beaucoup de choses qui nous ont amenés jusqu'ici, qui nous ont permis des progrès extraordinaires, mais ils se sont faits à partir de certaines idées qui n'ont pas pu être défendues suffisamment ou pas avec l'attrait suffisant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues en chemin. Sont-ils d'extrême droite tous ceux qui votent l'extrême droite? Non. Bonne question, n'est-ce pas?
Et la réponse n'est pas très claire. Je ne saurais que penser. Non, l'idée d'Europe, c'est l'endroit où je suis. Je me sens un peu aussi étrange en train de revendiquer une idée qui a commencé à se construire dans la décennie des années 50 après la Deuxième Guerre mondiale. Il est possible que l'avenir, c'est que le progrès soit dans une idée que on pensait déjà avoir acquis dans le passé. Être démocrate pourrait commencer à être aussi un acte de rébellion. Suis-je dramatique, dangereux ou non? Je viens à partager des réflexions avec vous, des questions que je me pose moi-même. N'attendez pas de réponse, parce que malheureusement, je n'ai pas ces réponses. Ce que j'ai, c'est un état d'âme, un découragement qui m'oblige à me poser ces questions. Et peut-être, quand j'arrêterai mon discours, je pourrais me poser la question, je ne sais pas si je leur ai fait les bonnes questions ou poser les bonnes questions. Je ne veux pas vous décourager, mais malheureusement, c'est ce que je vis au quotidien. Moi, je suis arrivé à la conclusion que être en faveur de l'Europe et se baser sur les valeurs lesquelles on a construit l'Union européenne et cette idée de fraternité, c'est ce qui implique aujourd'hui être rebelle, franchement. Et je dois aussi savoir le devoir. Je parle beaucoup de Camus par l'idée de justice, du devoir camusien. Cette idée de faire ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que l'histoire, les générations qui nous ont précédés ont mis des personnes plus et moins. C'est pour nous. Vous recevez, si vous allez dormir en regardant votre téléphone, vous avez le sentiment beaucoup plus, et vous avez un sentiment de désespoir.
Et pourquoi on continue à regarder notre téléphone alors qu'on a ce sentiment de... Il y a des gens qui disaient que le système, et des gens qui continuent à dire le système nous construit. Et le système et le capitalisme, on nous parle de ça, c'est le capitalisme technologique que nous critiquons aussi souvent. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce point? Il est arrivé à ce point. Comment est-ce que ce capitalisme contrôle la volonté? Comment, comment ça peut se faire qu'il y ait l'idée des communautés, que cette fraternité, que ce lien de voisinage, et c'est un mot que nous devrions récupérer, le voisinage dans son sens, dans cette rue de Saint-Louis, je venais et il y a des gens qui se disent bonjour, des gens qui achètent au même, qui achètent dans le même magasin depuis longtemps. Cette idée de quartier, comment est-ce qu'on a pu comment est-ce qu'on a pu abandonner? Comment est-ce qu'on a pu faire que les téléphones nous privent de cette relation? Et peut-être que je m'éloigne un peu, mais je vous ai dit que je ne voulais pas vous faire peur, mais être rebelle et de savoir comment est-ce qu'on participe de cette construction du monde. Et sans être trop naïf, c'est poser la question de savoir comment ne pas s'abstraire. C'est très difficile d'arrêter l'évolution de l'intelligence artificielle outre, mais plutôt utiliser ces atouts pour construire une idée de peau. Moi, j'envoie des messages de 10 minutes. Je sais que c'est trop. Je sais. J'envoie des messages. Oui, écoute. Et ils m'écoutent rapidement, mais ils écoutent mes 10 minutes de messages. Et je crois que je suis en train de profiter de la technologie pour construire ce espace de communauté. Et il y a des groupes de communautés. Et il y a des fois qu'on se dit, comment est-ce qu'on va se voir? Et en fait, et on laisse les cafés, on laisse ici à Menorca avec la Méditerranée au fond, on laisse ce moment pour d'autres moments. Alors, ce moment, ils vont jamais se poser. On laisse pour plus tard et ce moment ne vont jamais venir. On dirait que c'est un cri de consolation, mais qui me vaut, quoi. Je peux partager je ne suis pas un ennemi de la technologie. Je suis journaliste, j'ai besoin d'être au courant des choses, j'ai besoin de toucher les gens par le biais du téléphone. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut, quelque part, faire en sorte que tout cela travaille en notre faveur au lieu de nous travailler à leur faveur. Il y a encore une autre question que l'on peut se poser sur la révolte. J'ai essayé de vous raconter qui nous sommes pour savoir que c'est un rebelle et savoir les prérequis d'une révolte. Et arrivé à ce point, la question. Alors, qui sont les rebelles aujourd'hui? Pendant très longtemps, cette situation a été associée à mai 68, aux universités, à ceux qui ont défendu la démocratie en Espagne. Les jeunes actuellement, beaucoup de jeunes, en fait, qu'est-ce qui met derrière le mot révolte? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'idée de révolte, pour beaucoup de gens, pour des hommes, se trouve sur l'autoritarisme, sur pour beaucoup une partie de la population d'hommes, c'est ça, c'est des pulsions autodidactes, autoritaires. Combien d'échecs, combien il a fallu assumer, accepter, et combien de gens ils ont su se rendre compte qu'il y avait une niche à exploiter. L'autre jour, je le disais, on a récupéré un morceau où elle, qui a été la grande chroniste de notre transition, disait aux jeunes, la première fois que ce pays a pu voter, on est allé. Tous ceux qui ont pu voter, tous les jeunes qui ont pu voter pour la toute première fois et qui connaissaient la réalité de la dictature ont voté contre. La question que l'on peut se poser est pourquoi autant de jeunes aujourd'hui relativisent le poids de la dictature et se voient attirés par un discours autoritaire. Alors,
En fait, le risque est notamment d'utiliser le concept de génération comme si tout le monde de cette génération parle pense de la même manière. Je partage les valeurs avec des gens plus âgés, plus jeunes. Enfin, alors, je suis dans un autre monde et je ne suis pas dans la même situation que beaucoup de gens qui sont nés en même temps que moi, qui sont mais quelque part, les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, dans un, je ne veux pas donner un pourcentage, parce que je ne me rappelle pas, mais dans un taux assez élevé, ne croient pas qu'une dictature soit si mauvaise que cela. Ça c'est fait que cette idée de révolte soit associée à cela. Parce que l'idée de la rébellion, du devoir, adopte des éléments si opposés alors que c'est la même expression. Ce qui a pu se passer. Et d'ailleurs, on devrait. Alors, je n'ai pas de réponse. Je vous lance ces questions, mais je n'ai pas de réponse. Je crois que beaucoup de partis démocratiques, des partis classiques, il a fallu donc qu'il y ait commence beaucoup de défaillances. On a perdu nos élections. Il y a beaucoup de partis qui n'ont pas su réagir à temps. Qu'est-ce que c'est réagir à temps? Et ce n'est peut-être pas trop juste ce que je fais maintenant, c'est-à-dire généraliser. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui l'ont essayé et qui n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de gens qui ont mal fait. On a eu la corruption, le discrédit et les médias. Moi, j'ai assumé ma responsabilité. Alors, il faut qu'on assume notre responsabilité face à cette non-croyance de beaucoup de gens. Alors, je n'ai qu'une seule réponse, et c'est le canon journalistique, et qui n'est pas lié à l'âge, est lié à la construction d'un monde où l'on puisse se comprendre. Je n'ai pas de réponse. Je sais que parfois, quand j'écoute la radio, et j'ai un sentiment de désespoir. Il y a des moments où je me dis que je ne sais pas si ça vaut tellement le coup, honnêtement. Et après, je me dis que oui, quelque part. J'ai dit que ça vaut le coup, vraiment que ça vaut le coup, qu'il faut continuer à expliquer les choses à partir d'une approche, à partir de l'approche de Camus. Moi, je lis beaucoup de Camus. Je reviens aux chroniques. Dans beaucoup de ces chroniques, on retrouve l'explication de notre monde d'aujourd'hui. Car les valeurs que les Européens ont su construire à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des valeurs qui sont là, qui pourraient le discuter. Les droits de l'homme, par exemple, ce sont des valeurs. Alors lui, il ne pourrait pas se surprendre de constater qu'il en soit dans l'obligation de revendiquer les droits de l'homme aussi longtemps après, qu'on est dans l'obligation de revendiquer l'empathie et que l'on soit si perdu, que l'on se voit dans l'obligation de revenir jusqu'ici pour se poser la question de où est la rébellion, alors que les réponses sont là. Je ne crois pas que la construction de l'avenir nous amène à revenir en arrière, mais je ne suis pas prêt à accepter que la construction de l'avenir s'efface en tournant le dos au succès du passé, car beaucoup de ces succès sont à conquérir. Antonio nous disait de construire l'utopie. On est là, une fois de plus, en faisant ce bâtiment. Et je ne vois pas d'autre manière ou d'une autre manière de l'exprimer dans un seul mot. Un seul mot que tout le monde va comprendre. Je crois que le seul moyen, c'est l'Europe. Une Europe fraternelle, une Europe de paix, sans être idéaliste, sans être utopique, mais sans renoncer à cette pointe d'utopie qui va nous permettre de construire un avenir et avant cela un présent où l'on puisse se comprendre. Alors, je vais parler un peu de temps aux questions. Donc, je ne voudrais pas trop monopoliser le temps. Alors, j'ai eu la chance, le premier Camus que j'ai connu dans ma vie, c'était L'Homme rebelle. Je suis allée dans une librairie et je commence à le lire.
La première phrase, c'est ce que c'est, qu'est-ce que c'est un homme révolté, c'est celui qui dit non. Avec cette phrase, et parfois nous nous disons, on pose cette question, quel est le livre, quel est le film qui vous a changé la vie? J'ai pas peur de ces questions, car je ne sais pas s'il y a un seul qui m'a changé la vie. Je sais, je connais les films que je n'ai pas su voir, mais juste que cette phrase a changé ma manière de comprendre mon engagement, ma manière de travailler, ma manière de faire monde. Car ces noms de Camus me raffirmaient. Et là, on le dit, la révolte, l'homme révolté est celui qui dit non. Et j'ai pensé quand j'écrivais cette intervention, je vous prie, ce n'était pas une conférence, on n'avait pas pensé une conférence et il a fallu que je relis mes idées. J'ai pensé que l'homme révolté, que je l'ai bien souligné, était le livre était le livre pour une conférence comme celle-ci, car Camus nous dit que la révolte naît est propre à l'homme informé, qui possède la conscience des droits. Le révolté va revendiquer de l'ordre où la solidarité des hommes est fondée sur les mouvements de la révolte, car toute idée de révolte a une idée de communauté. Alors je crois que la révolte nous interpelle chaque fois qu'on entend un nom qui nous surpasse. On se révolte au moment où on retrouve un moment où dire ça suffit, je n'accepte plus. La révolte nécessite que nous sachions quelle est notre place, mais surtout que nous sachions quel est cet espace où se trouve cette ligne rouge. À partir d'où, en dehors, ce n'est pas notre espace, mais en plus qu'on sera prêt à défendre cela, savoir où se trouve ce nom. Alors, peut-être que la question n'était pas était fondée. La révolte se retrouve à partir de quel moment on est prêt à lancer une révolte. Et on n'a pas besoin des barricades, on n'a pas besoin. La révolution peut se faire à très petite échelle, à une échelle aussi petite que la nôtre. Et après, j'ai compris quand ce matin, Sandra m'a dit, Mariano ne pourra pas venir, je crois que. Et j'ai dit, est-ce que, est-ce que je pourrais avoir le livre? Je me suis rendu compte que je m'étais trompée de livre. Le livre de Camus ne, ne se retrouve pas dans ses pièces de théâtre, dans ses essais, même pas dans ses chroniques. C'est dans son esprit que l'on retrouve le mieux. La lumière, cette vocation à la lumière, dans son enfance à Alger, à Oman. Alors je crois que le mieux de Camus se trouve à Bodas Antipassa, c'est-à-dire les premiers textes de Camus. Je crois que l'enseignement moral de Camus, qu'il a développé par la suite, se retrouvait dans ses premiers textes et surtout sur les mariages, un petit peu ça. Donc, en fait, je commence à le lire et je me disais, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Et il y a beaucoup de descriptions, mais à la fin, il nous parle de ce que la vie nous apporte. Il nous dit, il n'y a pas d'honte dans être heureux, mais il parle dans ce texte aussi court, il parle de il nous dit qu'il a compris ce que c'est la gloire, le devoir d'être heureux. Alors, je ne voudrais pas arrêter mon intervention avec, après tout ce que je vous ai dit, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas que vous me voyez comme quelqu'un qui, qui tourne le dos au monde. Ma pulsion m'amènerait à ouvrir mon téléphone et commencer à voir ce qui s'est passé avec
bateau, ce que Trump vient de dire. Non, je ne viens pas tourner le dos au monde. Moi, je raconte ce qui se passe dans le monde. J'ai peur et j'écoute tous ces gens qui ont de la haine. Comment je ne pas les entendre? Ils gueulent, mais je ne veux pas prêt, je suis pas prêt à nous renoncer à être heureux. Alors, alors, on peut nous priver de l'illusion. La construction du débat politique, qui n'est pas la même chose que le discours partidiste, mais qui est si souvent associé et fondé sur des discours qui vont nier l'illusion, qui en fait mettent en question la gaieté. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. Alors, la politique s'est fait à partir à partir des gens fâchés. C'est des gens qui se fâchent qui construisent. Ce que je veux dire est que la gaieté est révolutionnaire et la condition pour la révolte aujourd'hui. Sans s'arrêter de regarder le monde, en écoutant les autres, sans renoncer à se mettre dans la peau de dignité des gens qui souffrent, comme les gens qui ont souffert du génocide à Gaza. Il faut se mettre dans la peau de ceux qui souffrent, en étant conscient qu'on ne va jamais réussir à imaginer le niveau de souffrance des gens qui n'ont pas de maison et qui sont dans l'obligation de quitter leur maison, qui sont ramenés dans des espaces sûrs, mais qui sont bombardés 2, 3 fois, sans renoncer à regarder le monde. Alors, préoccupés par notre espace, mais sans renoncer au bonheur. Car je crois qu'aujourd'hui, la révolte nécessite de notre bonheur. Merci. Ay, lo que he echado de menos tener a María aquí. Dommage, Maria n'a pas pu m'accompagner. Est-ce que vous posez des questions? Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. C'est vous qui décidez, Sandra. Est-ce qu'il y a des questions? Allí hay una pregunta. Oui, oui. Là, au premier rang, au deuxième rang, il y a une question. Bonjour, merci. Merci énormément. Donc, tu t'appelles comment? Bonjour, Eva. Je suis professeure à un lycée et je crois que le public qui manque et que l'on ne peut pas oublier, c'est les jeunes. Et tu as fini par nous dire ce qu'ils ont, c'est notamment du bonheur. Et c'est vrai que la plupart d'entre eux nécessitent de vous, en tant que médias, pour que vous parliez de manière très claire, pour que vous parliez de vérité. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est se révolter aujourd'hui? Ce mot a une dualité entre ce qui est faux et ce qui a été inventé. Ils ne le savent pas, les jeunes. Alors, je crois qu'il nous manque la communication. On a besoin de cette communication pour pouvoir avancer. C'est notamment ce que nous faisons ici. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Qu'est-ce que vous pourriez, vous, en tant que médias, vous pourriez nous conseiller à nous, en tant que société? Espère, je ne sais pas si nous le sommes. Oui. Alors, j'ai des élèves et il faut que je leur transmette, que je leur dise comment continuer à discuter car ils ne se parlent pas entre eux. Ils se les uns les autres et ils ne se parlent pas entre eux. De ce qu'on voyait dans les écoles, non, ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui.
il est de plus en plus là, il y a un manque de communication. Ils sont, il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de... Alors, je vais faire quelques réflexions. Je ne sais pas si j'ai des réponses, mais quelques réflexions. Quand je disais que j'ai un sentiment de désespoir et quand parfois je me demande si mon travail vaut le coup, je me pose cette question car j'ai le sentiment qu'avec la donnée, on ne va pas loin. Quand on a commencé à avoir autant de mensonges avec toutes ces informations fausses, en fait, on a essayé de faire. Et c'est vrai que le citoyen essayait de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé? On a essayé de montrer la vérité ou pas. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas croire directement. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? Alors, si on construit le préjugé avant du jugement, la crédibilité, c'est difficile d'obtenir. Et cette crédibilité, on peut la détruire très rapidement. Et même si tu appliques tous les critères, le professionnel, tu peux détruire cette crédibilité. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'on fait pour aller contre une idée préconçue qui est entendue? Il y a beaucoup de mythes contre l'immigration qui ont connu une bonne réception et en tournant le dos à la donnée, parce qu'il y a un cadre pour que cela soit cru. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout d'abord, ne pas renoncer à notre obligation de donner la donnée. Parfois, tu donnes cette donnée et les choses ne changent pas. Et parfois, je pensais que ce qu'il faut changer, c'est changer le récit. Alors, beaucoup de séries sur Netflix, enfin, on voit beaucoup. Je ne sais pas si à partir de raconter des histoires des gens et des gens qui puissent comprendre, peut-être en changeant le récit de ce que tu souhaites raconter, peut-être qu'ils vont t'écouter autrement pour qu'ils puissent se mettre dans la peau. Je crois qu'on n'a pas perdu ni l'empathie, ni pour qu'ils puissent se mettre dans la peau de ceux qui souffrent, au lieu de l'origine, condition, race, etc. Peut-être que c'est un moyen, mais peut-être, mais je suis pas sûre. Ça peut être un moyen, mais je ne suis pas sûre. Merci. Bonjour, José Luis. Je suis Ruth. Merci. Merci de votre exposé. Merci de contenu. Merci de votre message et le fait que vous ayez pensé à ne pas renoncer au bonheur. Alors, c'est une demande. Alors, je lance une demande aux médias. Alors, le regard du monde, le regard que nous avons sur le monde, est celui que nous tirons des moyens, des médias, et avec tout ce que cela découle sur les réseaux sociaux. Une fois, j'ai entendu un professeur d'université, je ne suis pas journaliste, j'ai étudié le droit. Alors, j'ai dit que les bonnes nouvelles n'étaient pas des nouvelles. C'est ce que le professeur nous a dit. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez combattre le poids des informations avec une charge catastrophiste, avec d'autres choses qui se passent dans le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des magnifiques projets, l'art, la science, mais c'est vrai que c'est des éléments qui ne sont pas très, très présents dans les médias. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte pour ne pas publier ce que M. Trump dit chaque matin? Comment est-ce qu'on peut compenser? Et comment est-ce que l'on... Alors moi, je vous dis, je fais diète et je fais de la diète informatique. C'est la seule diète que je fais. Je mange du chocolat, je prends du vin, mais par contre, pour me protéger et pour ne pas vivre ou accroître l'angoisse, alors ça doit être horrible pour toi de digérer ce qui se passe, toutes les informations. Alors, moi, je ne ferais pas de diète informatique si j'étais mieux informée des projets d'illusion, des projets optimistes, et c'est vous qui devez travailler là-dessus pour primer l'optimisme. Tu comprends ma demande, je pense que tu la comprends. Je m'arrête là. Merci. Alors, je vais te poser une autre question, Ruth. Oui, attends. Alors, attends. Alors, je vais faire un test avec toi. Imagine.
À 8 heures du mat, qui est au moment où on entend la radio. Enfin, je ne publie pas le dernier tweet de M. Trump. On ne le fait pas tous les jours. Hein. Enfin, mais imagine que Trump nous dit que c'est qu'il va commencer à bombarder, à attaquer l'Iran à une autre échelle. Alors, toi, ça va faire que l'essence augmente le prix. Alors, tous les décès que cela va provoquer, ça va changer et aura des conséquences sur la carte géopolitique du monde et va avoir des conséquences sur toi. J'ai cette possibilité de ne pas te le raconter. Ou sinon, je peux ouvrir avec un débat de 8 scientifiques qui vont venir à la radio nous parler des derniers qui vont venir nous parler de la recherche et des problèmes qu'ils ont pour que la recherche soit financée, etc. Je te mets un défi. Alors, je vais essayer de faire, je vais essayer de te présenter les choses de la manière la plus intéressante possible, mais je ne suis pas de chaîne, car parfois nous demandons que l'on ne consomme pas, que l'on ne consomme pas. Et le fait de me dire que les bonnes nouvelles m'intéressent beaucoup, alors je mets les questions. Je suis sûre, alors je ne mets pas en question ce que tu viens de me dire. Moi, je ne choisis pas mes nouvelles. Je ne choisis pas mes nouvelles pour te pourrir la vie. Non, mon idée est notamment de te raconter ce qui se passe dans le monde en sauvegardant ta foi. Je m'engage avec toi à te raconter ce qui se passe sans te mettre l'accent sur la partie catastrophiste. Mais je dois te raconter ce qui ne marche pas. Si un génocide, mon obligation est parfois, quand vraiment beaucoup de gens m'écrivaient pour me dire, encore une fois de plus, alors je n'en peux plus. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je ne te demande pas je ne te demande pas de nous parler de fleurs. Non, évidemment qu'il faut parler de ça, mais non seulement de cela. Et là, j'arrive. J'essaye de faire la diète la plus variée possible. J'anime un programme qui dure 6 heures. Je parle de tout, cuisine, science, mais à un moment donné où je dois raconter aux gens qui m'écoutent, et parfois c'est le contraire. Les gens viennent pour essayer de trouver un ordre hiérarchisé de nouvelles. Quand on dit que l'objectivité et la subjectivité, j'ai une manière de regarder le monde. Je ne renonce pas à migrer les choses, mais j'essaie de vous les présenter de la manière la plus honnête possible. Je vais te raconter ce qui se passe. C'est mon travail. S'il y a un génocide, si Trump publie un tweet, et je peux te dire que quelque part, il n'arrête pas, donc on n'aurait plus d'autres programmes. Mais si on a un tweet qui aura des conséquences, on a l'obligation de te la raconter. Je sais. La presse sportive, si tu suis le Barça et que le sport, le monde sportif, donc le public, il a perdu, en fait, il y aura une perte de vente. Donc, quand c'est le Madrid qui perd, alors là, enfin, les nouvelles se vendent. Alors, on essaie d'arriver à un équilibre. Et c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur l'offre des médias. Tous ne nous racontons pas les mêmes choses et on ne les raconte pas de la même manière. Alors, parfois, je me dis, cette question qui est si importante. Hier, je suis allée à la foire d'invention. Il y avait des gens de 20 ans qui me montraient des choses fantastiques. Moi, je vais parler de cela, mais il va falloir que je vous parle d'autre chose. De toute manière, je te dis, ah, tu me critiques maintenant? Non, 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 je parle de tous les médias. Oui, oui, effectivement, je ne parle pas uniquement de toi, ne t'en fais pas. Alors, je dois te dire que la radio
est la moins dangereuse. Je ne sais pas si c'est bon ou non. Vu, vu notre anxiété, c'est vrai que les images sont très difficiles à supporter. Et la radio permet d'ouvrir le dialogue. Alors écoutez la radio, écoutez-nous à la radio tous les matins. Suivez ce que l'on nous dit et écoutez-nous à la radio. Alors, je crois que, Kali, tu avais une question? Oui, une question très très rapide. Alors en plus, il n'y a que 2 minutes pour me répondre. Bonjour, je suis Roseline Recaline. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu nous as dit sur les jeunes et sur leur manque d'illusion par rapport à certains partis politiques ou la revendication que tu fais des institutions. Je ne sais pas si cela est lié à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'immédiateté, c'est-à-dire le besoin qu'on a d'avoir une réponse rapidement. Donc, on n'a pas le temps pour le chèque ou pour qu'un parti politique échoue. Alors, pour les jeunes, donc, tu t'es trompé et donc, bon, je ne me pose plus de questions. Moi, je reste sur l'idée que tu n'as pas été capable. Ouais, à partir de là, je vais voter la position. Et ensuite, tu nous as parlé du bonheur, de l'illusion. Dans certaines parties du monde, l'illusion est le monde américain. Et pour d'autres, c'est un non. Mais pour eux, c'est ça l'illusion. Et c'est ceci qui leur apporte du bonheur. Pour beaucoup de personnes, la question de l'illusion est directement associée avec le parcours et cela relie la première partie. Ils sentent que le système ne leur a pas donné des réponses à ce qu'ils souhaitaient. C'était un pays qui fonctionne bien au niveau macroéconomique en général. Elle a une grande crise et qui touche toutes les générations, surtout les jeunes, qui est le logement. Et il y a des discours qui vont très bien. Par exemple, le discours contre l'immigration, l'identification d'un ennemi, ça rentre très bien. C'est une illusion construite face à la négation ou construite sur la base de la négation de l'autre ou en cherchant des ennemis dans d'autres communautés. On essaie même d'installer une idée dangereuse de la pureté dans certaines communautés. Et ça me semble très, très dangereux que cela ait lieu aujourd'hui. Face à un manque d'illusion, des projets comme Trump, eh bien, ce qu'ils font, c'est proposer une illusion. Ils ont su faire, parce qu'il ne s'agissait pas de changer de camp, parce que la rébellion ne faisait partie d'aucun camp. C'était une condition humaine. Alors, ce que je dis, c'est que ceux qui profitent de ce discours sont ceux qui ont situé l'illusion dans leur territoire politique avec une finalité politique. Mais ça, c'est bizarre de construire l'illusion à partir de discours basés sur la haine et la peur. Mais cela fait partie du monde dans lequel on vit. La politique aujourd'hui ne peut être interprétée ou traduite. Par exemple, moi, je le fais avec un livre de Shakespeare plutôt que d'un traité de Foucault. Pourquoi? Parce elle se trouve dans les émotions les plus primaires, les plus humaines. Et c'est sur ça qu'est construite la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on capte, enfin je ne veux pas utiliser le terme capte, on arrive à attirer les jeunes à partir d'un récit émotionnel. C'est ce qu'a fait. Et c'est pourquoi je répondais face à Eva, on est un peu plus étrange ou imperméable aux données, parce que tout est un discours émotionnel. Et à partir de là, on attrape davantage les jeunes, mais aussi on lâche beaucoup de personnes qui n'aiment pas un système, qui n'a pas été attiré par un autre système et qui n'ont pu trouver plaisir dans ce qu'ils recherchaient. On ne peut pas dire non plus qu'ils ont eu peu de temps, ceux qui ont gouverné jusqu'à présent. On ne peut pas les accuser. Mais c'est vrai que c'est l'immédiat qui permet de construire et circule aussi vite
les mensonges. Construire un mensonge, par exemple, il y a 2 étés, il y a eu un assassinat terrible d'un mineur dans un petit village espagnol et leur famille a dû sortir devant les caméras pour dire c'est pas un émigré ou un immigrant qui a tué mon fils. Parce que depuis la première minute, on disait que c'était un immigrant. Et quand une tragédie a lieu, on a besoin de réponses immédiates. Et le journalisme bien fait, même en recherchant la vérité, exige du temps. Je n'ai pas des réponses à quelque chose qui vient juste d'arriver. Mon travail, c'est d'arrêter, poser des questions, construire un récit. Et quand j'ai tous les éléments suffisamment bien faits, le transmettre aux personnes. Mais le temps que j'ai pris pour faire tout cela, eh bien, l'exemple de Valence que je viens de citer, c'était ça. Dans la seconde 1 après le meurtre, on a dit que c'était un émigré et ça, c'était déjà dans la tête des gens. Et ça, c'est la manière de laquelle on peut profiter de l'immédiateté, mais pour mentir, malheureusement. Bien, alors, mille merci d'être là, José Luis, sans ton partenaire, mais tu nous as très bien accompagnés avec effectivement ta vision et cette joie que tu nous as transmise. Merci, mille merci à vous tous.